Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la visite du Jardin des Tuileries à Paris. Le Jardin des Tuileries fait 25 hectares. Il est bordé au sud par la Seine, au nord par la rue de Rivoli, à l'ouest par la place de la Concorde et à l'est par le Louvre. Le jardin va être divisé en 3 parties très distinctes. La plus belle certainement qu'on appelle le grand carré avec tous les parterres de fleurs et les plus belles statues du jardin. La partie qu'on appelle le grand couvert qui est faite d'allées d'arbres plantés qui permet de se protéger du soleil. Et de l'autre côté, côté ouest, le fer à cheval. Autrefois, ici, on se trouvait au niveau d'un terrain vague où on pouvait trouver des tuiliers, c'est-à-dire des fabricants de tuiles, d'où le nom les Tuileries. Puis, dans la seconde moitié du XVIe siècle, la reine Catherine de Médicis va racheter le terrain et faire construire le palais des Tuileries et le jardin des Tuileries, un jardin à l'italienne dont elle était nostalgique. Elle les fait construire en dehors du mur de Paris. D'ailleurs, on peut encore voir l'enceinte de Charles V dans les galeries du Carrousel en sous-sol. Ce somptueux palais des Tuileries qu'elle a fait construire, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Après Catherine de Médicis, le palais devient la demeure principale des rois de France. Le rêve du roi Henri IV était de réunir le palais du Louvre avec celui des Tuileries. Ce qu'on appelle le Grand Dessein ne se réalisera que 250 ans plus tard, sous le Second Empire. En 1857 exactement, les deux palais sont réunis pour ne faire qu'un. Pendant la Commune de Paris en 1871, le palais des Tuileries est brûlé par les communards. Après 3 jours d'incendie, il ne reste que des ruines et il ne sera jamais reconstruit. Quelques restes ont survécu à l'incendie et ils ont été dispersés dans Paris. Et l'un d'entre eux est exposé dans le Jardin des Tuileries. Et voilà, c'est l'un des derniers vestiges du palais des Tuileries. Voilà, c'est exactement ici que se trouvait le palais des Tuileries, qui était collé au Louvre, que tu peux voir juste derrière moi. À la place aujourd'hui, il y a un terrain vide. Puis c'est en 1664 que le jardin est complètement redessiné par André Le Nôtre et qu'il prend sa forme actuelle. Et quand on parle du loup, le voici, André Le Nôtre, présent à l'entrée du jardin, côté Concorde. Alors André Le Nôtre, c'est le jardinier de Louis XIV qui a dessiné tous les jardins de Versailles. Et ce monsieur à la base voulait être peintre, sauf que son père lui a dit non, 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 tu vas être jardinier. Mais quand on regarde un jardin à la française, il faut le regarder avec les yeux d'un peintre. Le jardin à la française est un poème. Les formes et les couleurs s'équilibrent avec harmonie. Le nôtre avait la main verte, bleue et jaune. Le jardinier et le peintre ne font qu'un. Le grand génie d'André Le Nôtre réside dans ses illusions d'optique. Par exemple, le bassin octogonal fait 2 fois la taille du bassin rond que tu vois derrière moi. Donc quand tu regardes le jardin du côté ouest, tu as l'impression que les 2 bassins font exactement la même taille. La fontaine ronde est utilisée le 10 octobre 1794 pour accueillir le cercueil de Jean-Jacques Rousseau. Sur la terrasse côté ouest, il y a une belle vue sur la place de la Concorde.
En entrant dans le jardin côté Concorde, on est accueilli par ces deux sublimes statues. Ces deux statues ont été commandées par l'architecte du roi Louis XIV pour décorer la cour de Marly. Puis elles ont été transportées à l'entrée du jardin des Tuileries. Mais aujourd'hui, ce que vous pouvez voir, ce sont uniquement des copies. Oui, car pour sauvegarder ces statues, elles ont été déplacées au Louvre en 1986. L'une représente Mercure à cheval sur Pégase, et l'autre la renommée à cheval sur Pégase. En face du buste d'André Le Nôtre, on peut voir cette plaque. En 1783 a lieu la première ascension de personnes dans un ballon à gaz. C'est sur ce terrain vague qu'on va trouver la fête foraine à la période de Noël, mais c'est aussi à cet emplacement, on est juste à côté de la rue de Rivoli, que se trouvait la salle du manège, un lieu très important pendant la Révolution française. La salle du manège avait été construite à la base pour les cours d'équitation pour le jeune roi Louis XV. Puis elle a été le lieu de réunion des assemblées parlementaires de 1789 à 98. C'est dans cette même salle que le roi Louis XVI a été condamné à mort, à une voix près. Le clivage gauche-droite qui existe aujourd'hui dans notre politique française vient de la disposition de cette salle. À l'époque, les gens qui s'asseyaient à gauche du président étaient les membres les plus radicaux, les plus révolutionnaires. Par contre, ceux qui étaient placés à droite étaient plus conservateurs. À la base, les jardins devaient être privés, mais Charles Perrault, l'auteur du Petit Chaperon Rouge, du Chaboté, a convaincu Colbert, le ministre de Louis XIV, de rendre les jardins publics. Pour cette raison, on peut voir une statue dédiée à Charles Perrault dans les jardins. Et il se trouve que c'est Claude Perrault, le frère de Charles Perrault, qui a construit la grande colonnade, la façade la plus imposante du palais du Louvre. Une sacrée famille quand même. Pour l'anecdote, autrefois il fallait payer pour pouvoir s'asseoir sur les chaises du jardin. Mais aujourd'hui, c'est gratos. Je me trouve dans la partie la plus pittoresque du jardin, le Grand Carré, et à ce niveau, on peut voir beaucoup de statues de marbre. Dès le XVIIIe siècle, le jardin est décoré de statues et de vases. Chaque régime ajoute ou remplace des sculptures au gré de l'évolution du goût. Les originaux de certaines statues ont été généralement remplacés par des moulages. C'est le cas par exemple du lion au serpent d'Antoine-Louis Barye ou également du Spartacus brisant ses chaînes de Denis Foyatier. De ce côté, on va trouver le très joli bassin de Daphné. En 1910, deux statues ont été ajoutées. C'est l'entrée de la politique au jardin. Celle-ci représente Jules Ferry et on trouvera également Waldeck-Rousseau. Aux Tuileries, on peut aussi découvrir de nombreuses sculptures modernes et contemporaines. Par exemple, celle-ci. Ah non, pardon, je voulais parler de celle-ci. Ça, c'est une œuvre d'art. Voilà, ceci est une œuvre d'art. Ça aussi c'est une œuvre d'art.
Derrière moi, il y a une œuvre de l'artiste Jean Dubuffet, intitulée Belle costumée, et vous pourrez reconnaître les couleurs favorites de l'artiste. De ce côté, il y a le musée de l'Orangerie qui expose les chefs-d'œuvre de Claude Monet, les nymphéas peintes dans son jardin à Giverny. Ces 8 compositions sont vraiment énormes, elles font 2 mètres de hauteur et la plus longue fait 17 mètres de longueur. Tout l'ensemble forme une surface de 200 mètres carrés. Il a fallu 8 ans à Claude Monet pour les réaliser dans son jardin à Giverny. Avec l'aide de son ami Georges Clemenceau, l'exposition a été ouverte au public en 1927. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce bâtiment l'Orangerie ? À la base, ce bâtiment avait été conçu pour être une serre. Orienté sud, on peut voir ces immenses baies vitrées. Il était censé accueillir les orangers du jardin des Tuileries. Sauf que le bâtiment a été transformé en musée en 1927 pour montrer les nymphéas de Claude Monet. Voilà, et de l'autre côté, on va trouver le musée du jeu de paume. Pour construire l'Opéra Garnier, sous le Second Empire, Napoléon III va détruire l'ancien jeu de paume, une salle dédiée à ce sport ancêtre du tennis. Suite à ça, cette nouvelle salle va être inaugurée en 1862. J'en profite d'être devant le jeu de paume pour vous raconter l'histoire exceptionnelle de Roosevallon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous l'occupation allemande, le jeu de paume devient le lieu de transit et d'entrepôt des œuvres d'art volées par les nazis. À cette époque, Roosevallon est attaché de conservation à la direction des musées nationaux. Et notre Roosevallon va prendre des énormes risques en gardant une liste détaillée des œuvres, des propriétaires et de leur destination. Après la guerre, elle va passer une dizaine d'années en Allemagne à la recherche des œuvres spoliées des collections privées de France. Et voilà, cette vidéo sur le jardin des Tuileries s'achève maintenant. J'espère que ce contenu t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air et tu pourras avoir d'autres vidéos sur d'autres jardins parisiens sur ma chaîne. Les Parisiens se la coulent douce aux Tuileries, sous les sgeg des héros grecs. On s'assoit, on discute, on drague et on critique, pendant que le jogger en poussière, les touristes, les mômes poussent leur bateau qui coûte un bras. Quand on ne sait pas où pique-niquer, on va aux Tuileries manger des tomates cerises au moindre rayon de soleil. À midi 6 pétante, c'est la guerre pour trouver une chaise. Mais dès qu'il pleut, le jardin se transforme en marais. Mais on s'en fout qu'il fasse pas beau, car le jardin est classé par l'UNESCO.